Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui se propose de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore de travail acharné par l'humanité, mais nous sommes dans ce mécanisme-là, voilà. Et on peut le percevoir par des petites choses subtiles, et c'est ce que j'essaie de démontrer sur le site mécaniqueuniverselle.net vers lequel je vous renvoie. Voilà. J'en profite pour vous dire que si vous pensez que ces idées un peu atypiques ont de l'importance pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis et vous pouvez laisser des commentaires. Et tout ça augmente la visibilité de l'espace. Voilà, mais seulement si vous le jugez opportun. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie de temps en temps, je prends des prétextes un peu à partir d'émissions de France Culture liées à la philosophie. Et là, eh ben, on a entamé depuis dans plusieurs vidéos, on a fait une partie consacrée à Platon, mais c'est des émissions qui ont été produites par François Châtelet, philosophe et historien de la philosophie, qu'il consacrait à l'étude de la raison, l'évolution, l'histoire de la raison, au sein de la philosophie. Et donc là, c'est la deuxième vidéo qui est consacrée à Aristote. Après Platon, c'est Aristote, voilà. Et donc, je lance la vidéo et puis je la découvre en même temps que je l'écoute, et qu'on l'écoute ensemble d'ailleurs. Et puis, bon, voilà, je commente éventuellement si ça m'éveille des idées. C'est pour ça que je ne retravaille pas les vidéos. C'est dommage parce que ça pourrait être beaucoup plus audible en enlevant les E, les alors, et voilà, tous les bafouillages. Mais j'ai pas le temps de faire ça. Voilà. Et donc c'est brut de décoffrage. Et je suis le fils d'un aide-maçon qui faisait des coffrages, justement. Le thème, celui précisément du rapport entre l'essence et l'apparence. Voilà, là on est... Alors, quand même, que je précise ce qu'il pense. L'essence, c'est le monde des idées, c'est le monde divin, en somme. C'est ce qui anime l'apparence, qui est l'univers. L'univers, la terre, le monde, la nature, telle que le pense Spinoza. Et donc le divin est aussi dans l'univers, mais il est également la partie matérielle qui anime l'essence, qui anime cet univers. Et c'est le divin en somme. Voilà. Et l'apparence, c'est le monde tel qu'on le voit. Le philosophe aristotélicien part donc de cette idée qu'il faut prendre l'apprenti philosophe là où il est, c'est-à-dire un homme qui est dans le monde sensible, qui y croit, qui développe à son propos des opinions et qui construit ses certitudes à partir de ses expériences. Donc, c'est le philosophe rationnel, c'est l'homme rationnel qui croit que ce qu'on voit, l'apparence telle qu'elle est faite, le monde tel qu'il est, le monde sensible tel qu'il est, c'est la seule réalité, c'est la réalité. Et voilà, et il n'y a pas autre chose. Il n'est nullement question, au départ,
lui montrer qu'il se trompe nécessairement. Ainsi, en le prenant là où il est, Alors que Platon montre on ça. commence en lui faisant confiance. C'est là ce qu'on a appelé l'empirisme aristotélicien. Donnons en passant une brève définition de l'empirisme. L'empirisme, c'est la doctrine selon laquelle la connaissance commence obligatoirement par l'expérience. À cet égard, Aristote est d'accord avec la pensée populaire. Voilà, donc c'est ça. Donc là, c'est très intéressant. C'est à partir de la base, donc de la réalité. Et alors, à ce moment-là, on peut dire que les philosophes qui pensent qu'à la réalité, qui ne considèrent que la réalité, qui ne veulent s'intéresser qu'à la réalité, et je repars sur Michel Onfray par exemple, eh bien c'est le basique de la philosophie. C'est la première assise dont il parle. Pour apprendre, il faut expérimenter. Voilà. Mais Tout se passe par c'est à ce niveau l'expérience à ce moment-là. qu'intervient le jeu aristotélicien. Ce jeu aristotélicien consiste à demander à celui qui, ayant fait les expériences et qui les formule dans un certain discours, qui construit à propos de ces expériences des conceptions ou des théories, de chercher à savoir exactement ce qu'il veut dire. Aristote ne procède donc pas comme Socrate, qui se livre à une critique féroce. Il insiste simplement pour que celui qui parle s'efforce de parler de manière univoque. Je veux dire par là, de parler d'une manière telle que son discours ne soit pas double ou triple, comme il l'est couramment, qu'il veuille dire une seule chose. Et en particulier, Aristote demande à celui qui parle et qui intervient par exemple dans les discussions politiques ou dans les discussions techniques de se conformer à une règle simple, celle selon laquelle lorsqu'on a donné au début d'une démonstration un sens à un mot, il faut lui conserver ce sens jusqu'à la fin de la démonstration. Puis, Aristote complique un peu plus sa tâche. Il montre que le discours courant est un discours ambigu et qu'il faut se conformer, pour être clair et pour être convaincant, à des formes normales du discours. Peu à peu, par l'entreprise logique, Aristote s'attache à régler le discours. Toute cette partie de la pensée d'Aristote est comprise dans un certain nombre de traités qu'on appelle les topiques, le topos étant le lieu commun à partir de quoi on peut trouver des formulations qui précisément soient des formulations convaincantes. Le syllogisme est un discours, logos, dans lequel certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données.
La démarche d'Aristote consiste je d'abord comprends en rien. une logique de la Malheureusement. théorie de la définition et de la théorie du jugement, et puis de la théorie de l'ensemble des jugements démonstratifs, c'est ce qu'on appelle le syllogisme. Ensuite, Aristote montre que si ce discours, ainsi formalisé, est convaincant, c'est qu'il doit correspondre à l'expérience de l'autre. S'il recueille l'adhésion, c'est non seulement parce qu'il est bien construit, mais c'est aussi parce que celui qui reçoit ce discours se trouve convaincu du fait qu'il voit les choses comme celui qui a émis le discours. Des exemples seraient bienvenus. Mais Aristote en infère donc, voyez-vous, toujours avec des raisonnements qui sont au fond des raisonnements que nous appellerions aujourd'hui des raisonnements de bon sens, oui, que cet accord qui s'établit autour d'un discours bien réglé, d'un discours bien construit, correspond à un accord concernant la chose dont on parle, et non pas l'idée, l'essence qui est dans l'arrière-monde, comme Platon, mais la chose que nous avons actuellement sous les yeux. d'accord. Donc là, à ce moment-là, le dialogue entre deux intervenants, il doit rester, il ne doit pas passer sur le côté métaphysique, il ne doit pas passer sur s'intéresser au divin, s'intéresser à cet arrière-monde. Il doit rester sur le... Mais alors, là, à mon sens, on ne peut pas accéder à la vérité. Il manque quelque chose. Voilà, cette voiture, c'est... Bien sûr qu'on peut s'entendre sur l'idée que c'est une voiture, on peut s'entendre sur la marque, etc., etc. Mais il y a plein de choses derrière. C'est des assemblages d'atomes bien différents, etc. Ces atomes sont constitués de vide. Donc, la réalité de cet objet, elle n'est pas pérenne. Parce que cette voiture, dans 500 ans, il n'y a plus rien. C'est complètement autre chose. Ou alors, c'est parti en poussière. Donc, il n'y a pas de réalité fixe qui sont là avant l'univers, après l'univers, voilà, dans l'arrière-monde et dans ce monde. Pour moi, alors la chose à laquelle parce que je découvre en même temps. peut se référer, la chose que l'on peut désigner du doigt. Alors que Platon proposait ce programme fou de montrer ce qui, par définition, ne peut pas apparaître, Aristote met en quelque sorte la philosophie à la portée de tous les citoyens. Sauf que Platon est plus audible, à mon sens, mais peut-être je me trompe, qu'Aristote. Aristote, la seule chose que j'ai pu lire, c'est l'éthique à Nicomaque, et qui parle justement de la spiritualité, qui parle de l'extase, en somme. Chacun le reste me paraît... de la validité de ce discours en se référant à son expérience coutumière. D'accord. Et d'ailleurs, la plupart de ces discours peuvent être obsolètes maintenant. Ce qu'ils jugeaient sûr à l'époque, par exemple, qu'il y a des esclaves par nature, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, etc., etc. Donc, c'est tout ce qui était pas lié au divin ne tient pas la route, en somme. Alors, l'essence devient autre chose.
Ce n'est plus cette réalité transparente qui se trouve ailleurs, on la trouve dans les choses elles-mêmes. Elle est comme le noyau commun que chacun peut repérer pourvu qu'il sache exprimer son expérience, selon les formes normales d'un discours bien réglé et bien construit. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que là, on va chercher l'essence, pas dans l'arrière-monde, mais dans ce monde. Et c'est ce que fait, par exemple, la mécanique universelle en disant Dieu, il est dans l'atome. C'est la partie immatérielle de la matière qui constitue ce divin. Donc, voilà. La philosophie médiévale qui a beaucoup réfléchi sur ces questions avait coutume d'opposer la philosophie de Platon et la philosophie d'Aristote de la manière suivante. Pour Platon, le cheval que je vois, c'est un cheval purement apparent. Le vrai cheval existe dans le monde des idées. Il y a une idée du cheval qui est seulement sensible à l'œil de l'âme et que ce cheval que je vois se contente d'imiter maladroitement. Et à mon sens, la science montrera peut-être, on est en passe de montrer à travers la science que Platon a peut-être raison. C'est ça qui est... Pour Aristote, l'essence du cheval se trouve dans chacun des chevaux sensibles. Chaque cheval que je peux voir possède en lui l'essence de ce que j'appellerais la caballéité, l'essence de la chevalité. C'est les particules élémentaires. Aristote fait cette opération qui va devenir l'opération du travail philosophique même, qui est d'introduire une constante circulation entre l'essence et l'apparence. On va arrêter là, je pense. L'essence n'est pas une réalité au-delà. L'essence est essence de l'apparence, comme l'apparence est apparence de l'essence. D'accord. Essayons de suis comprendre d'accord les choses encore un peu mieux. Pour désigner le mot essence, Aristote se sert de deux mots. Le mot tiesti, qui en grec veut dire le ce que c'est, et un mot un peu plus compliqué, mais qui est très joli, je ne résiste pas au plaisir de l'analyser, le to, ti, en, einai. Expression mystérieuse que les médiévaux ont traduit par tuidité, ne sombrons pas dans leurs complications, bien légitimes, et essayons, nous, qui savons comme ça un peu de grec très superficiellement, savoir ce que ça veut dire en grec. Eh bien, to, ti, en, einai, ça veut dire ce qu'une chose a l'habitude d'être. L'essence, c'est, dans une réalité sensible quelconque, dans une individualité, ce qui est permanent, ce qui ne change pas. Les particules élémentaires. Voilà, les particules élémentaires qui constituent les choses, c'est ce qui est permanent, ce qui ne change pas. À l'intérieur de moi-même, ce qui ne change pas, c'est les particules élémentaires immatérielles, l'immatérialité des particules élémentaires. Ce qui constitue, ce qui fait le gluon, en gros, la glu qui maintient tout ce système-là comme ça. Ça, c'est ce qui était avant moi, ce qui sera après moi et ce qui est immortel en réalité dans les choses. Et par contre, moi, en tant que la construction de tout ça, de toutes ces cellules et ces organes, etc., ça, c'est muable et c'est ce qui ne peut pas ne pas être ce qu'il est, comme c'est le Totiananai, mais c'est
ce qui subsiste, quels que soient les accidents. Ainsi l'homme. Mais il y en a des grands et des petits. Il y en a des gros et des maigres. Il y en a qui s'appellent Socrate, il y en a qui s'appellent Callias. Il y en a qui courent vite, il y en a qui courent lentement, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, etc. Je peux multiplier les accidents. Je ne peux pas dire que l'essence de l'homme, c'est d'être petit. Je ne peux pas dire que l'essence de l'homme, c'est d'être riche. Je ne peux pas dire que l'essence de l'homme, c'est d'avoir deux jambes. Parce que les oiseaux aussi, d'une certaine manière, ont 2 jambes. Enfin bref, je ne fais pas une description, enfin une revue exhaustive de ce que pourrait être l'homme. Ce que je constate, c'est que, en toute certitude, il n'y a que l'homme qui prononce des phrases, des séquences de phrases, qui est une signification. C'est l'être qui parle, mais qui parle pour dire quelque chose. Alors certes, les animaux crient, par exemple, les animaux signalent, mais ils ne parlent pas, ils n'ont pas d'échange symbolique. Du coup, Aristote dit, l'essence de l'homme, c'est d'avoir cette propriété qu'est la parole signifiante. On va arrêter là. Ce que, lors de notre précédente rencontre, j'ai appelé le logos, ce noyau signifiant. Les médiévaux traduiront cela par l'homme est un animal raisonnable. Alors, c'est l'essence. Ça peut être l'essence, mais en réalité, dans l'extase, il n'y a plus de parole. Donc la parole, elle sert à construire l'humanité, elle sert à construire cette perfection. Mais c'est quelque chose qui peut être dépassé, peut-être sera dépassé. Si on atteint l'extase, par exemple, si l'humanité atteint l'extase, la parole n'a plus d'intérêt réel. L'intérêt réel, c'est de se prendre dans les bras, c'est de se regarder, c'est de ressentir, c'est d'être au contact les uns des autres, c'est... Voilà. Donc, le logos, évidemment que c'est donc l'analyse, la raison, en somme, c'est le fondement de l'humanité, puisque c'est grâce à ça que nous construisons l'humanité et qu'il y a tous ces objets, toute cette chose, tout ce qu'on a construit depuis des millénaires et des centaines de millions de centaines de milliers d'années. On a construit une organisation, un système, c'est grâce au fait qu'on parle, qu'on a la raison, qu'on peut accumuler cette parole, la garder, la préserver dans des livres, etc., etc. Et se la diffuser, se la transmettre de génération en génération. Mais c'est pas le fondement, c'est pas l'essence, pour moi. Mais oui, voilà qui fait consensus, mais également voilà qui mérite attention, parce que on peut faire des erreurs. On pourrait dire, par exemple, l'homme est le seul animal qui rit. Alors, Aristote, ici, fait une distinction très subtile, car il adore les subtilités. Il dit qu'il ne faut pas confondre l'essence et le propre. C'est de là que vient notre expression, d'ailleurs, le rire est le propre de l'homme. La raison est l'essence de l'homme, le rire est le propre de l'homme. Et il donne une série de recettes pour essayer de distinguer très précisément l'essence du propre. Voilà. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà. En tout cas, c'est intéressant. Je suis un peu perdu dans les choses, mais on arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant derrière. Il y a toujours un petit flash qui va amener une nouveauté de pensée. Je reprends la vidéo dans la suite. Merci de votre écoute, à très bientôt.